Zoulou, viens dans l'émission. On va parler d'un film et tu dois venir. Regardez, il est refait et il arrive. Il est là, il est là, sur il est ce là. plateau. Il est là. Non mais assis-toi Tiens. immédiatement, prends une chaise. Vas-y, tu sais quoi, prends ma chaise, vas-y. Merci. Tu sais quoi, c'est pour moi. Ça fait plaisir. Alors, on l'a vu vendredi au récap, effectivement le gamin est ultra vénère. Il est en galère. Il est là genre non tu m'as. Au début, j'ai cru que c'était déjà fait. Amène-moi Vador. En gros, c'est un petit qui a été choisi dans le public et il a pris vraiment son rôle très à cœur et qui a commencé à défoncer tout le monde. Je trouvais ça très drôle. Ça sent le côté obscur. Hein. Sache que j'ai hâte de te retrouver et surtout, je veux dire que pour l'instant, la sensation du festival, c'est ce beau chapeau que tu portes. Voilà, j'attendais une vanne sur le chapeau, j'aurais dû expliquer ça depuis le début. J'explique ce chapeau moche, je vous raconterai ma vie une autre fois, mais en gros, j'ai vécu une expérience de randonnée sur un volcan, débardeur, short, et j'ai cramé ma race. Et du coup, je ne supporte plus le soleil, mais du tout. Donc, chapeau moche, et voilà. Mais j'ai évité le bob quand même. Et puis mon petit préféré qui a fait un petit peu sa sensation au marché du film, c'était un peu le poster que tout le monde devait voir, c'est le mix entre Avengers et Justice League, Avengers of Justice. Mais putain, qui a l'idée de faire ça et dit bon, ça va se voir ce que je vois. Voilà. Et donc c'est une sorte, j'ai demandé, je suis allé voir le vendeur, j'ai demandé de me le pitcher, donc il m'a dit que c'est vraiment la rencontre entre les DC Comics, Marvel et Star Wars. Quand t'as déjà mangé au McDo de Ronnie 2 avec Ronald McDonald déguisé qui arrive. Ouais, mais il a toujours été flippant, Ronald McDonald. Mais Ronald McDonald est très flippant, je l'ai expérimenté quand j'étais petit, je peux dire. Le pire, c'est que je suis coulrophobe, donc j'ai peur des clowns depuis très longtemps. Et avant d'avoir vu même les téléfilms, etc., c'est-à-dire que dès qu'il y a des gens en clown, j'ai envie de les taper. De les taper en fait. Enfin, c'est un truc, c'est viscéral. Il y a une sorte de malaise. Oh la légende, ça qui. Si tu le trouves avant le chat, c'est la folie. La balle, c'est des pantins. Quoi? La balle, c'est des pantins. Oh, c'est oui. T'es dégueulasse. Là, c'est pas ça. Je voulais que tu ressentes la folie au moins une fois. Bravo, c'est très bien tenté. La balle, c'est pantin, c'était beau, c'était magique. Merci, Ben. Je suis dégoûté. Donc dans ce classement émerge notamment évidemment Robert Downey Jr. qui est l'acteur le mieux payé de l'an dernier, puisque l'an dernier il avait tourné en même temps Infinity War et Endgame, et les films lui ont rapporté 75 millions de dollars. Et ce qui est assez intéressant, parce qu'il y avait aussi un autre article qui était paru je crois chez Hollywood Reporter, c'était le comparatif avec les autres Avengers où les autres touchent 15 à 20 millions, lui il prend 75 quand même. C'est Robert. Donc, mais c'est Robert, c'est lui qui porte le truc depuis le début, il le mérite. Dans ce film, on compte la présence de Louis Lombardi. Le fameux Louis Lombardi. Je connais bien. Nous avons Stephen Baldwin. Je crois que je sais, mais vas-y. je me lancer, je la suspecte. Oh, c'est beau ça. Oh là là, mais oui, mais je me lève. Il a dû dire adieu à son Titanic terrassé par Avengers Endgame au box-office mondial. Endgame qui est donc actuellement à 2,489 milliards de dollars dans le monde. Pour rappel, Titanic était à 2,787 et Avatar est à 300 millions au-dessus. Donc il reste plus grand-chose pour le battre. Ouais. Mais il a été élégant le gars puisqu'il a balancé un petit tweet. Titanic se fait couler par le logo de Avengers. Et son message, c'est un petit message à Kevin Feige, à toutes les équipes de Marvel. Un iceberg avait fait sombrer le véritable Titanic, il aura fallu les Avengers pour faire sombrer le mien, etc. Là, on reste sur le line-up Disney et donc qu'est-ce qu'il y aura après Avengers? On a des dates, on n'a pas forcément des films derrière, si ce n'est Spider-Man Far From Home qui sortira directement en juillet et qui est donc la suite directe d'Avengers Endgame. Il y a même la nouvelle bande-annonce du film qui spoil Avengers Endgame, donc si vous n'avez pas vu Endgame, ne regardez pas la bande-annonce. On a 2 films Marvel en 2020, 3 films Marvel en 2021 et 3 autres films Marvel en 2022. Le premier qui est susceptible d'arriver, c'est le film solo sur Black Widow, ce sera sûrement un préquel. Et puis, après, dans le tas, on a les Eternals, qui est donc adapté d'un autre comics Marvel. On a Doctor Strange 2 forcément, Black Panther 2, Les Gardiens de la Galaxie 3, toutes ces choses-là qui devraient pas tarder à arriver. Vous êtes des boss, vous êtes 5, si vous trouvez pas, vous êtes des merdes. Oh putain. Avengers. Oui, effectivement. Wonder Woman. Non. Ah oui, mais il y a l'assaut, il y a de l'assaut. Pareil, Non, mais oui, complètement. Bravo. Ça, c'est Dark Knight. Ah, bravo. Daredevil, évidemment. Putain, Il n'y a pas de points là. J'ai pas compté les points. C'est tout à l'heure les points. Ok, next. Spider-Man. Spider-Man. Mais alors lequel? Un aigle. Far From Home, c'est un aigle, non? Non, c'est Homecoming. je suis perdu. C'est le retour, le méchant. Mais le pire serait déjà En fait, je l'ai fait par hasard et je me suis dit, bon, allez, je le mets. Voilà. Alors, c'est une imitation de Nicolas Cage, il faut le savoir. J'avais fait les théories les plus sollicitées par les fans sur Reddit. Donc, du coup, c'est pas moi qui est faux, c'est les fans. C'est les fans. Mais rajoute-en, vas-y. Allez. Et le visuel d'après, ça nous montre que ça s'est pas joué à grand chose quand même. Oui, mais tu vois, ces émissions là. J'avoue. Il y a quand même 3 tirions, ils sont à 3 tirions d'être sains et saufs, et finalement, en fait,
c'est un peu dommage. Juste après ça, il y a Sun qui tente d'innover et qui propose ce qu'on appellera la démocratie. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça va finir avec la voix off de Morgan Freeman qui va faire « Et c'est ainsi qu'est née la démocratie à Westeros ». Et voilà, donc ça, on a aussi ce visuel. À un moment, Bran, Warg, donc pour aller choper la vision des corbeaux, donc ça nous permet une transition pour aller voir où est le roi de la nuit du plus bel effet. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, ça c'est bien. Mais par contre, il fait quoi de tout l'épisode? Il warg quoi? Il est parti faire quoi? Il y a tout le monde qui se dit AFK. Je pense que Bran, il est parti voir Endgame. Non, mais il a fait ça justement pour attirer le roi de la nuit. Je pense que c'est la seule explication logique. Une série suite au film là dont vous voyez l'affiche, produit par George Lucas et réalisé par Ron Howard. Et c'est vrai que c'est un film assez mythique, très emblématique d'une époque où on pouvait faire des films de fantasy façon Conan le Barbare, etc. bien avant Game of Thrones donc. Et c'est un film très réussi, donc regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Et la série, elle serait supervisée à nouveau par Ron Howard, donc qui avait réalisé le film. Cette série serait pour la plateforme Disney+. Allez, deuxième raison de choper Disney+. Exactement. Si, il y a la série Star Wars, moi j'y vais. Mais il y a les plein Mandalorians. de raisons. Et surtout, ce serait une série qui serait une suite. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que il y aurait à nouveau Warwick Davis, donc qui l'a joué Willow, et qui reviendrait. Et donc ce serait un Willow âgé, toujours avec ses petits tricks de sorts, comme on l'a vu la lancer son petit sort de boule magique. Et voilà, donc c'était un film très réussi. Il y avait aussi Val Kilmer qui faisait un personnage qui s'appelait Mad Martigan, personnage haut en couleur, un peu paladin sur les bords. Et voilà, c'est un film très années 80, mais aussi très sympa. Et si vous aimez cette ambiance-là, il faut absolument regarder C'est un des rares films d'heroic fantasy des années 80 qui tenait vraiment la route avec le premier Conan, parce que le deuxième est un peu discutable. C'est un moment qui est très poignant dans l'épisode quand même, qu'on le veuille ou pas. Tyrion et Jaime qui, avec clairement ce qui est une déclaration d'amour de Tyrion à son frère, en lui disant qu'il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas passé le stade de l'enfance parce qu'il était nain dans une famille où on lui passait rien, où tout le monde l'appelait le lutin ou le nain, selon comment on traduit dwarf. Du coup voilà, c'est un moment très poignant et c'est le moment où en plus de ça, non seulement il lui fait une déclaration d'amour, mais il lui dit « Je t'offre une porte de sortie, tu peux rejoindre Cersei, on peut arranger une fuite et vous irez à Bentos pour refaire une vie loin de toutes ces intrigues. Et c'est beau ce passage du la vie de tous ces civils vaut plus que celle d'un nain pas tout à fait droit, qui a fait de la merde et tout. Oui, parce que là Tyrion dit qu'il est prêt à se sacrifier en fait. Et c'est ce qu'il fait. Tu vois, Tyrion, moi j'ai vraiment l'impression qu'il aura tout fait pour que tout se finisse bien. Ouais, surtout là. Mais sur cet aspect-là et sur l'autre aspect aussi pour épargner les innocents, etc. On peut pas reprocher au personnage de Tyrion d'avoir été bâclé parce qu'il a toujours été très logique du début à la fin de la série, et puis l'acteur Peter Dinklage est phénoménal. C'est un message du chat, Tyrion va trahir Daenerys, c'est pas forcément faux. Alors oui et non, parce qu'il trahit sans trahir, c'est-à-dire qu'il fait pas, il pose pas un problème de trahison. Il se met pas en travers d'un truc qu'elle veut faire. Voilà. Elle l'a arrêté, il le libère. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai, mais on est indirect. sur un trahison indirecte. Corrélaire, voilà. C'est pas une trahison. C'est pour ça que je l'ai pas validé complet. Oui, non mais je comprends. Elle peut considérer que c'est une trahison, oui, vu son état d'esprit. Je pense qu'elle cocherait la case. Ouais, carrément. Et voilà, et cette scène notamment du massacre de la Compagnie Dorée et d'une partie de l'armée vue du ciel, c'est magnifique ça. Elle l'a fait sur des morts, ça nous en touchait pas une. Là, elle le fait sur des êtres vivants, mine de rien, même si c'est ses adversaires. Et là, tu sens que là, ça commence la violence, elle commence là pour moi. Tu sens la puissance du dragon, quoi. Enfin, là, pour le coup, qu'elle a utilisé dès le début, c'est-à-dire qu'elle a pas envoyé d'abord les autres au casse-pipe, contrairement à la bataille de la saison 3. Après, elle va se dire j'avais raison, j'aurais dû envoyer mes 3 dragons dès le départ. Mais en vrai, oui, parce qu'après, ils auraient pu affronter les morts quand même. Au final. Pas oublier ma devise, Jon Snow est un peu con. Et du coup, à chaque fois qu'il fait. Jon Snow knows nothing. Voilà, il knows nothing, il est un peu con. Le moment où il dit rangez vos épées, on se replie, etc. Je pense qu'il sauve un peu sa armée aussi. Plus que pour empêcher. Tu vois, je pense qu'ils sont tous un peu abasourdis là de ce qui se passe. Oui, clairement, il est pris de court. Il pensait pas que ça pouvait arriver. En fait, encore une fois, il a un regard assez innocent sur ces choses-là. Jon Snow, lui, il voit justement la guerre avec ses règles, avec son truc, et il pense pas qu'on peut aller au-delà de ça. Jon Snow, c'est une bonne illustration de trop bon, trop con. Il a voulu trop être bien dans ses baskets, et sauf que du coup ça a mal tourné, et c'est trop tard quand il réalise. Ce moment-là est fort aussi parce que c'est une des premières fois qu'on est avec le peuple, on est avec les gens du peuple de Port-Réal qu'on avait quasiment jamais vu dans la série. À partir de ce moment-là, on n'est plus avec Daenerys. On voit tout arriver du point de vue du dragon, du point de vue du peuple avec le dragon. Et de Arya.